Madame la Présidente, Madame la Directrice de cabinet, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames, Messieurs. Je tiens d'abord à vous remercier, Madame la Présidente, pour votre intervention toujours extrêmement stimulante, exigeante, qui me met sous pression pour une année. Et vous inquiétiez de savoir si mon épouse prendrait mal l'attention que je porte à la promotion des femmes dans le ministère. Je dois vous dire que j'ai une pression une fois par an par votre association et tous les jours, grâce à elle, qui considère que les femmes dans ce ministère sont trop peu présentes au poste de responsabilité et que le monde serait mieux dirigé si la répartition des responsabilités entre les hommes et les femmes était plus équitable, ce que je partage également en termes d'objectifs. Je voudrais, Madame la Présidente, vous féliciter pour le choix du thème de votre conférence de cette année, Femmes et autorité, et comme celui de l'an dernier sur les couples à double carrière, ce choix est emblématique des actions que vous menez pour changer les mentalités et aller toutes et tous ensemble vers davantage d'égalité au sein de notre ministère. Le bilan des actions conduites par votre association est impressionnant. Vous avez été pionnière dans la multiplication des réseaux féminins du secteur public. Pour votre deuxième anniversaire récemment fêté, vous avez réuni une douzaine de ces associations ou réseaux dont la plupart ont été créés depuis 2014. C'est la preuve de la légitimité et en même temps de la nécessité de votre action puisque les réseaux professionnels féminins se comptent dans le secteur privé par centaines. Je n'oublie pas que c'est à l'initiative de l'un des secrétaires généraux du ministère, haut fonctionnaire à l'égalité, que l'idée de Femmes de l'intérieur a été lancée le 8 mars 2013. Après une phase de préfiguration de plusieurs mois, grâce à l'engagement volontaire et créatif d'un premier groupe de hautes fonctionnaires de tous horizons, Femmes de l'intérieur a rencontré un succès mérité. Vous savez que vous pouvez compter sur mon total soutien, comme sur celui du secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de l'ensemble des directeurs généraux et directeurs pour atteindre les objectifs que vous vous êtes assignés à vous-même et que vous m'avez assigné par là même dans ma responsabilité de ministre de l'Intérieur. Je considère que vous jouez un rôle moteur pour la modernisation et l'innovation de ce ministère et je tiens à vous remercier à nouveau très sincèrement pour le travail qui est le vôtre. La place des femmes constitue un bon test de la modernité des administrations. La place qu'occupent les femmes à tous les niveaux de la hiérarchie est un signe du dynamisme d'une administration et de sa capacité aussi à être dans l'innovation. Or, le ministère que j'ai l'honneur de diriger n'a pas à rougir en la matière, même si il reste encore beaucoup d'efforts à faire. Je le dis sous le contrôle de la directrice de cabinet de Pascal Boitard, dont je salue la présence. Le ministère de l'Intérieur, qui compte 76 000 femmes sur 271 000 agents, est en effet le premier à avoir signé le protocole relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, le 7 mars 2014, sous la présidence de Manuel Valls, par déclinaison d'ailleurs du protocole signé pour les 3 fonctions publiques par le Premier ministre de l'époque et l'ensemble des organisations représentatives des personnels le 8 mars 2013. Grâce à cette déclinaison ministérielle, un an seulement après le protocole national, le ministère de l'Intérieur a démontré qu'il était capable, même si, ne vous inquiétez pas, j'ai compris qu'il restait beaucoup à faire, de se placer à l'avant-garde. Il y a vu le ministère un enjeu décisif pour la modernisation de la gestion de ses personnels. Cette avancée est d'autant plus remarquable qu'elle concerne une administration dont la culture, l'histoire profonde et les missions ont longtemps laissé penser que les femmes ne pouvaient y trouver leur place. L'exercice de fonctions régaliennes, ordre public, sécurité, affirmation de l'autorité de l'État, c'était l'un des sujets que vous avez traités aujourd'hui, et les contraintes qu'imposent ces missions, continuité du service public, disponibilité, réactivité, ont pu tenir un temps les femmes à l'écart de certaines responsabilités injustement.
Et je relève du reste que le taux de féminisation est encore beaucoup trop faible, 28% de femmes, et que nombre de métiers parmi les plus stratégiques de la maison ne sont pas encore des métiers mixtes. C'est pourquoi le ministère de l'Intérieur s'est doté d'un plan d'action concret, ambitieux, piloté par la directrice des ressources humaines, qui doit traduire dans les faits notre volonté d'aller de l'avant. Ce plan d'action pluriannuel, assorti d'un calendrier de mise en œuvre et d'indicateurs de suivi, a été, vous le savez, présenté aux organisations représentatives du personnel et fait l'objet d'un suivi extrêmement attentif. Cette réussite, Madame la Présidente, Mesdames, est aussi la vôtre, parce que vous aidez l'administration à changer le regard sur l'encadrement supérieur de ce ministère. Et vous êtes porteuse d'espoir pour un très grand nombre de jeunes femmes qui sont encore bloquées dans l'accès aux responsabilités par un plafond de verre, invisible, mais pourtant bien réel. L'égalité professionnelle, facteur de cohésion au sein du ministère de l'Intérieur, doit être encouragée. Je veux saluer ici l'engagement de l'ensemble des services du ministère qui se mobilisent autour de cet objectif, qui est un véritable objectif de progrès social. Le thème de l'égalité entre les femmes et les hommes a vocation en effet à rassembler tous les personnels du ministère, personnel administratif et technique bien entendu, mais aussi membres des corps actifs de la police nationale et militaires de la gendarmerie nationale. Tel est bien le signe que la cause qui nous rassemble ce soir porte sur des valeurs qui transcendent les spécificités des statuts et des corps. Porteur d'un symbole fort d'unité et de modernité, ce protocole doit bien entendu également être extrêmement concret. Il doit se traduire dans les faits et dans les indicateurs chiffrés, car nous avons la volonté de ne pas nous en tenir à des déclarations d'intention. Et si nous avons bien évidemment encore des efforts à fournir pour l'accès au poste d'encadrement supérieur, je sais que c'est un sujet sur lequel vous êtes mobilisés et sur lequel je souhaite pouvoir œuvrer pendant mon passage place Beauvau, l'objectif de 30% de femmes primo-nommées a déjà été dépassé, avec 32% au 1er décembre. L'évolution est particulièrement notable pour le corps préfectoral, avec un taux de 38% désormais chez les sous-préfètes. Un effort supplémentaire devra être fait, je le dis au secrétaire général, que je mets à mon tour sous pression et dont je connais l'efficacité, ainsi qu'aux directeurs généraux, pour les emplois fonctionnels en administration centrale, où le taux n'est que de 23% pour les sous-directeurs, les chefs de service, les experts de haut niveau ou les directeurs de projet. En revanche, au 1er décembre 2015, 23 préfètes sont en poste territorial, soit un nombre encore très insuffisant, mais dont nous pouvons reconnaître ensemble qu'il n'avait jamais été atteint jusqu'à présent. Vous pouvez, Madame la Présidente, compter sur moi absolument pour faire de la réforme territoriale une occasion de porter ensemble une ambition. Et je vous invite à cet égard à lire avec beaucoup d'attention les nominations qui seront annoncées demain par mes soins en Conseil des ministres dans les 13 nouvelles régions. Vous pourrez constater que dans l'exercice des responsabilités les plus importantes dans le corps préfectoral, les femmes n'auront pas été écartées, bien que les postes soient mécaniquement beaucoup plus rares qu'ils ne l'étaient avant la réforme territoriale, puisque le nombre de préfets de région, du fait de la fusion des régions, s'en trouvera autant diminué. Ma volonté est par ailleurs de disposer d'un vivier pour les années à venir et pour assurer les nouvelles obligations qui seront les nôtres, puisque dans quelques mois, l'obligation sera de 40% de primo-nomination pour des femmes. Des outils comme la charte de gestion des hauts fonctionnaires de mai 2013 sont précieux dans cette perspective. Ils nous permettent de traiter un sujet de fond, la conciliation des aspirations familiales et professionnelles, qui est un sujet auquel je suis extrêmement sensible. Cette charte a permis à 27 hauts fonctionnaires
de rester en poste en troisième année et 75% des hauts fonctionnaires concernés par un mouvement en 2015 ont été affectés sur l'un de leurs 3 premiers choix disponibles. Ils sont 43% à avoir obtenu leur premier vœu. Cette charte rend par ailleurs possible le fait de pouvoir s'engager dans un cycle long, dans une même aire géographique, sur 2 affectations consécutives, dans 2 départements d'une même région ou dans 2 départements limitrophes. Et 8 agents ont pu ainsi bénéficier de ce dispositif en 2015. Enfin, conformément aux engagements de la charte de gestion, le ministre de l'Intérieur s'attache à offrir un accompagnement à la mobilité professionnelle du conjoint pour les administrateurs civils affectés en administration centrale et les membres du corps préfectoral en poste territorial. Je veux donc dire aux femmes de ce ministère qui vont accéder à des responsabilités importantes en région et sur les territoires que nous mettrons tout en œuvre pour que leurs maris puissent les accompagner dans l'exercice de leur nouvelle mission, ce qui est une nécessité lorsque l'on veut garantir la promotion des femmes dans les territoires, parce que la mobilité géographique et professionnelle peut aussi poser des problèmes aux femmes lorsque ce sont les maris qui sont mutés et aux hommes lorsque ce sont les épouses qui sont promues. Et donc il faut que nous ayons une attention particulière sur ce point. Ce dispositif d'accompagnement individualisé est conçu pour s'adapter aux attentes des conjoints, pour les rendre acteurs de leur projet professionnel. Il facilite la conduite d'une double carrière et accroît ainsi pour les femmes l'attractivité des carrières au sein du ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire que l'objectif que nous poursuivons est de promouvoir le maximum d'épouses, de fonctionnaires qui sont en poste et qui parfois, de femmes dont les époux n'ont pas vocation à rester seuls, et de faire en sorte que tout ce que vous ferez sur le plan professionnel de plus ne se fasse pas au détriment des équilibres familiaux, car des femmes qui exercent des responsabilités très importantes dans les administrations doivent pouvoir aussi disposer du temps qui leur permet de vivre en famille de façon heureuse, ce qui est aussi une préoccupation des hommes qui exercent des responsabilités très importantes, même si c'est parfois difficile lorsque ces responsabilités, pour des raisons qui tiennent au contexte, sont extraordinairement chronophages. Enfin, comme vous l'avez rappelé, le ministère a mis en place depuis 2012 un cycle Ariane destiné aux femmes à haut potentiel au sein du Centre des hautes études. De la parité à l'égalité professionnelle, nous avons là aussi un mouvement enclenché, des objectifs à atteindre. Vous aurez remarqué que je ne parle pas de parité. Je n'aime pas ce terme. Je lui préfère le terme d'égalité professionnelle. Et de fait, l'ensemble des mesures du protocole s'adresse à tous les agents de ce ministère, les femmes comme les hommes. Loin de discriminer, même positivement, ces mesures visent à rapprocher, à unifier davantage les conditions d'emploi, et ce, pour tous nos personnels. L'égalité professionnelle est en effet, à mes yeux, l'une des clés de la modernisation de l'administration. Je veux que notre ministère soit un employeur volontaire, un employeur dynamique, et c'est pourquoi j'entends que l'administration vise à permettre à chacun et à chacune, chaque fois que cela est possible, de concilier harmonieusement la vie personnelle et la vie professionnelle. Il est donc pour cela important que nous soyons capables d'intégrer les priorités et les projets de vie des agents à chaque période de leur vie. Il est des moments dans la vie d'un fonctionnaire où la carrière professionnelle peut passer avant la vie personnelle. C'est le libre choix de chacun, il ne doit pas être contraint, mais il est aussi des moments où la vie personnelle et familiale est prioritaire et nous devons permettre à nos personnels d'alterner ces décisions tout au long de leur parcours. C'est là l'enjeu d'une gestion plus qualitative de la ressource humaine au sein du ministère de l'Intérieur. Nous devrons aussi faire en sorte que ces alternances soient possibles dans la même semaine de travail. On ne peut demander à des cadres de sacrifier toute leur soirée sans pouvoir partager ensuite les responsabilités parentales avec leurs conjoints et sans voir leurs enfants. Cela est valable pour les femmes comme pour les hommes. Et c'est cela qui freinera ou encouragera demain les meilleurs d'entre eux à progresser dans notre maison. C'est pour cela que je place beaucoup d'espoir dans l'un des chantiers que nous avons engagés. Je veux parler de la charte du temps. La gestion du temps de travail s'inscrit en effet dans l'amélioration
de la qualité de vie au travail et constitue à ce titre une réponse au travail et en même temps aux attentes légitimes des agents pour mieux organiser vie privée et vie professionnelle. Une bonne organisation du temps de travail et le respect des équilibres des temps de vie renforcent l'efficacité professionnelle collective. Nous avons prévu cette charte dans la mesure 12 du protocole. Elle vise à faire évoluer nos pratiques, la maîtrise des horaires des réunions, je dois y contribuer moi-même, l'encadrement, la conduite des réunions, convocation suffisamment en amont, respect des règles de comportement et le bon usage du courriel. Cette charte du temps est en cours de finalisation, elle fera l'objet d'une campagne d'information importante et je souhaite qu'elle aboutisse pour le 8 mars prochain, c'est-à-dire sous peu, et je remercie par avance Denis Robin de se tenir à ce calendrier avec le concours des directeurs généraux afin de m'en remettre un exemplaire à cette occasion. D'autres grands chantiers par ailleurs s'ouvrent et se poursuivent. D'abord le label Diversité. Ce label a pour objet de lutter activement contre les discriminations et de promouvoir la diversité en évaluant les processus de ressources humaines et en modifiant ces processus le cas échéant. Je suis engagé, vous le savez, en août dernier, auprès de la ministre de la Fonction publique, à présenter la candidature de notre ministère à ce label pour 2016. C'est un chantier important. C'est un chantier qui appelle la mobilisation de chacun et de chacune d'entre nous. Et je souhaite là aussi être destinataire de la proposition de périmètre des directions concernées d'ici à la fin de ce mois. Je lis dans le regard du secrétaire général quelque chose qui ressemble à de l'angoisse. Et bien entendu, si nous pouvions y arriver dans les délais que je viens d'indiquer, j'en serais fort mari. Mais nous ferions appel à des concours extérieurs pour nous permettre d'y parvenir. Le retour de congés longs, le télétravail, le travail sur site distant sont d'autres chantiers essentiels que nous avons ouverts ensemble. Je souhaite donc, vous l'avez compris, que sur tous les sujets que je viens d'évoquer, le ministère soit pionnier. La réforme régionale est à cet égard une véritable opportunité pour éviter les mobilités géographiques sans nuire au fonctionnement de nos organisations, pour promouvoir simultanément l'aménagement du territoire et le bien-être de nos agents. Madame la Présidente, je suis particulièrement heureux de pouvoir clôturer votre conférence annuelle. Et pour revenir au thème de cette journée, il est évident pour moi que les femmes dans ce ministère ne manquent pas d'autorité et n'ont aucune excuse à présenter en la matière à leur ministre. J'ai d'ailleurs souvent constaté que dans cette maison, je ne fais référence à personne en particulier, l'autorité et l'agitation étaient deux notions qui se superposaient l'une à l'autre. Mais on peut avoir une autorité tranquille. Il n'est pas nécessaire, pour être fermement républicain, d'être un républicain énervé. Et vous êtes toutes et toutes des républicaines déterminées. Et dans l'épreuve que traverse notre pays, et où ce ministère se trouve en première ligne, lorsque je rencontre des femmes qui exercent des responsabilités au sein de la police nationale, au sein de la gendarmerie nationale, dans les services centraux du ministère de l'Intérieur, et il en est quelques-unes ici présentes, qui sont parmi les meilleurs de nos agents, lorsque je vois la manière dont les préfètes exercent la responsabilité dans les territoires où parfois il y a des tensions considérables qui résultent de la division profonde de notre pays face aux défis qu'il doit affronter, eh bien je vois beaucoup de femmes qui exercent l'autorité de l'État et incarnent l'État de façon tranquille, ferme et merveilleusement républicaine, avec un souci permanent du respect du droit, un pragmatisme absolu dans la manière d'aborder les sujets et un souhait d'efficacité qui conduit parfois le ministre de l'Intérieur à constater, parfois, pas toujours, que le but est plus rapidement atteint lorsque sur des sujets compliqués, les femmes sont aux commandes que dans d'autres configurations. Souvent, pas toujours,
car il est des hommes excellents aussi. Et dans cette maison, ils ont leur place et je veux les saluer pour l'implication qui est la leur. Pour toutes ces raisons, je voudrais vraiment vous féliciter pour le travail que vous accomplissez, pour l'engagement qui est le vôtre, pour la sincérité que vous mettez sur le métier chaque jour, pour la qualité du service public à laquelle vous contribuez, pour la très grande loyauté qui est celle des femmes qui sont aussi mes collaboratrices dans cette maison et qui est sur les sujets les plus délicats où les questions sont parfois d'une extrême complexité, témoigne d'un grand courage. Et votre présidente est une figure emblématique de cette capacité à incarner le courage de façon forte dans l'adversité et dans la complexité des choses. Et c'est la raison pour laquelle je me sens parfaitement en confiance avec vous toutes et par-delà avec vous tous. Merci à vous.